Bonjour mes chers élèves parcours international de troisième année collégiale. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va entamer Inch'Allah la éducation nutritionnelle ou bien ce qu'on appelle en arabe التربية الغذائية. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ سنة ثالثة إعدادي دولي. اليوم إن شاء الله غنطرقوا الدرس ديال التربية الغذائية bien sûr dans le premier semestre. Alors on va prendre comme d'habitude l'introduction. Alors pour maintenir l'activité de notre organisme, nous consommons des aliments d'origine animale et d'origine végétale. Alors la première question qu'on va poser, c'est quels sont les composants des aliments que nous consommons et quels sont les rôles des aliments. Et on va prendre la première activité, c'est la mise en évidence de la composition des aliments. الكشف عن المكونات الأغذية. Donc, on va commencer tout d'abord par la manipulation. Alors, le tableau ci-dessous représente les manipulations qui permettent de mettre en évidence les compositions minérales et organiques de l'aliment. Et cela par utilisation, bien sûr, de techniques et de réactifs, c'est-à-dire les indicateurs colorés spécifiques. Alors, vous avez ici le tableau qui va résumer plusieurs constitutions, bien sûr, qu'on alimente, et la mise en évidence et aussi les résultats de chaque expérience. Alors, on va commencer par les constituants minéraux, المكونات المعدنية. Donc, nous avons l'eau, الماء, les sels de chlorure, الأملاح, le chlore, et les sels de calcium, أملاح الكالسيوم. Alors, pour la mise en évidence de l'eau dans l'aliment, qu'est-ce qu'on va utiliser؟ باش نكشفوا عن وجود الماء في غذاء معين سوف نحتاج إلى donc pour la mise en évidence de la présence de l'eau dans un aliment, on va utiliser bien sûr le chauffage et on va trouver comme résultat la vapeur d'eau et des gouttelettes d'eau sur la paroi du tube à ici. إذا باش نكشفوا عن وجود الماء في غذاء معين نحتاج إلى التسخين، يعني نقوم بإخضاع ذلك الغذاء للتسخين وسوف نجد كنتيجة أن هناك la vapeur d'eau يعني بخار الماء وبعض قطرات من الماء حول جدار الأنبوب. On va passer maintenant au deuxième constituant minéral, les sels de chlorure. باش نكشفوا عن وجود الأملاح الكلور في غذاء معين, on va utiliser bien sûr le nitrate d'argent. Le nitrate d'argent, نترات الفضة. Donc on va trouver comme résultat de cette mise en évidence la formation de précipités blancs qui noircit à la lumière. يعني تشكل راسب أبيض الذي يسود تحت تأثير الإضاءة. Il y a aussi le troisième constituant minéral, les sels de calcium, أملاح الكالسيوم. باش نكشفوا عن وجود أملاح الكالسيوم في غذاء معين نحتاج إلى ce qu'on appelle l'oxalate d'ammonium. Oxalate d'ammonium. Et on va trouver comme résultat la formation de précipités blancs, راسب أبيض. Très bien. Alors on passe maintenant aux constituants organiques, المكونات العضوية. On va bien sûr aborder tout d'abord les glucides, بالعربية السكريات. Donc il y a des glucoses, ce qu'on appelle le sucre réducteur. Il y a aussi l'amidon, النشا, c'est un sucre complexe, سكر معقد. Alors concernant le glucose qui est bien sûr un sucre réducteur, pour la mise en évidence de ce glucose, on va bien sûr utiliser le liqueur de Fehling ou bien le filtrat par le chauffage. Le filtrat par le chauffage. Très bien. Et on va trouver comme résultat de cette mise en évidence la formation de précipités qui est bien sûr rouge brique. D'accord? Mais si on va bien sûr mise en évidence la présence de l'amidon, ce qui est bien sûr un sucre complexe dans un aliment quelconque, on va utiliser ce qu'on appelle du goutte d'eau iodée. Du goutte d'eau iodée. Et on va trouver comme résultat de cette, bien sûr, de ce test ou bien de cette expérience, on va trouver la tache bleu-violet. Une tache qui est bleu-violet. Très bien. On passe maintenant aux protides, protéinettes, ou protidettes. Pour la mise en évidence des protides dans un aliment, on va utiliser l'acide nitrique. L'acide nitrique. Et on va trouver comme résultat une tache qui est de couleur jaune.
Très bien. Dernièrement, il y a les lipides, ou bien ce qu'on appelle الدهنيات. Pour la mise en évidence des lipides dans un aliment, on va frotter l'aliment sur une feuille de papier. Et on va trouver comme résultat une tache de translucide qui ne disparaît pas avec la chaleur. لا تختفي مع الحرارة كتبقى يعني بقعة شبه شفافة. Très bien. Alors nous avons les constituants minéraux qui est l'eau, les sels de chlorure et les sels de calcium. Par contre, les constituants organiques, il y a les glucides, les protides et les lipides. Donc chaque constituant, il y a une méthode pour la mise en évidence et on va bien sûr trouver des résultats pour chaque constituant, soit minéral, soit organique. J'espère que vous allez comprendre bien comment on peut mettre en évidence les constituants minéraux ou bien organiques dans un aliment. Très bien. En se basant sur le tableau précédent, interprétez les résultats et donnez les conclusions appropriées aux manipulations suivantes. Donc nous avons dans ce schéma une expérience qui est réalisée sur le pain et il y a une expérience qui est réalisée sur le lait. On va commencer par le pain. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? On a subi le pain, un morceau de pain qui bien sûr mettre dans un tube à essai. On a subi à la chaleur ou bien le chauffage. Et on a dans cette expérience-là le lait. Donc nous avons le lait dans ce tube à essai qui a bien sûr a été subi à la chaleur aussi. Alors le résultat de cette première expérience qui est réalisée sur le pain, qu'est-ce qu'on peut dire sur le résultat? Donc nous avons la formation de la vapeur et des gouttelettes d'eau. Comme vous voyez ici, il y a des gouttelettes d'eau, قطرات الماء, وعندنا كذلك بخار الماء. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? شنو ممكن نقولوا كنتيجة على هذه التجربة? On peut dire que le pain contient de l'eau. إذا الخبز يحتوي على الماء. كيفاش كشفنا عليها؟ قمنا بإخضاع قطعة من الخبز للتسخين. ملي خضعنا الخبز للتسخين خرج منه قطرات من الماء والبخار. هذا يدل على أن الخبز يحتوي على الماء. Donc le pain contient de l'eau. On passe maintenant au lait. الحليب بغينا نتأكدوا واش كيتكون من الماء ولا لا. شنو غنديرو؟ نفس العملية، سوف نقوم بإخضاع الحليب للتسخين وغنشوفوا ديك الساعة يعني حينئذ غادي نلاحظوا النتيجة. Donc شنو هي النتيجة؟ Nous avons la formation des gouttelettes d'eau ici et la vapeur d'eau. C'est la même chose comme le pain. Donc la formation de la vapeur d'eau et des gouttelettes d'eau نفس الشيء. ملي خضعنا الحليب للتسخين لاحظنا وجود قطرات من الماء وكذلك بخار الماء. إذا هذا يدل على أن فعلا الحليب يحتوي على الماء. Le lait contient de l'eau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a subi le lait au chauffage, on a trouvé comme résultat la formation des gouttelettes d'eau et la vapeur d'eau. Et ça signifie très bien que le lait contient de l'eau. D'accord? On passe maintenant à la deuxième expérience qui était réalisée sur le filtre de pain. Le filtre de pain, il y a الرشاحة ديال الخبز. رشاحة الخبز. Donc on a subi le filtre de pain, bien sûr, et nous avons le nitrate d'argent. Donc on a ajouté le nitrate d'argent au filtre de pain. Donc comme résultat, comme vous voyez ici, il y a un précipité blanc qui noircit à la lumière. Un précipité blanc qui noircit à la lumière. عند إضافة نترات الفضة إلى رشاحة الخبز لاحظنا أن هناك تشكل راسب أبيض لكن يسود تحت تأثير الإضاءة. Donc faites attention s'il vous plaît. Donc qui noircit à la lumière. D'accord? Donc comme résultat, on a la formation de précipité blanc. تشكل راسب أبيض. Et ça signifie très bien que le pain contient des sels de chlorure. لأن فعلا الخبز يحتوي في هذه الحالة على يعني بالإضافة للماء يحتوي كذلك الخبز على أملاح الكلورات. لي سيل دو كلورور باش عرفناها استعملنا الكاشف اللي هو نترات الفضة أضفناه إلى رشاحة الخبز ولاحظنا تشكل راسب أبيض الذي يسود تحت تأثير الإضاءة. إذا فيت أتونسيون سيل فو بلي ملي كنضيفو نترات الفضة لأي مكون غذائي سواء الخبز أو الحليب أو أي مكون آخر ونجد تشكل راسب أبيض يسود مع الإضاءة
إذن هنا يمكن أن نقول أن ذلك المكون الغذائي يحتوي على أملاح الكلورورات. Très bien, on passe maintenant au nitrate d'argent. Donc on a ajouté le nitrate d'argent كذلك نترات الفضة. في هذه الحالة لم نضيفه إلى رشاحة الخبز وإنما رشاحة الحليب, le filtre de lait. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? Donc on a trouvé qu'il y a bien sûr la même chose comme le filtre de pain. Donc on a trouvé il y a la formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. C'est la même chose que le pain. Donc on a dit tout à l'heure que le précipité blanc qui noircit à la lumière signifie bien sûr que le lait contient des sels de chlorure. نفس الشيء بالنسبة لرشاحة الخبز كذلك رشاحة الحليب ملي أضفنا إليها نترات الفضة لاحظنا تشكل رسيب أبيض الذي يسود مع تأثير الضوء أو الشمس أو الإضاءة. هذا يدل على أن هذا الرسيب الأبيض يدل على أن الحليب يحتوي على أملاح الكلورورات. Très bien. Donc on passe maintenant au troisième expérience. Donc nous avons ici le filtre de pain. On a rajouté l'oxalate d'ammonium. أضفنا l'oxalate d'ammonium إلى رشاحة الخبز. شنو لقينا هنا؟ شنو كيعني هذا سي ce qu'on appelle le précipité blanc. هذا رسيب أبيض. إلا خضعناه الإضاءة ما غاديش يسود ما غاديش يكحل. إذا هذا الرسيب الأبيض الذي لا يسود مع تأثير الإضاءة عنده واحد العلامة. شنو هي العلامة هذه؟ أن لو بان contient des sels de calcium. أن الخبز يحتوي على أملاح الكالسيوم. كيف ذلك؟ قمنا بإضافة الأوكزالات دامونيوم. هذا هو الكاشف. إذا نردوا البال هذا هو الكاشف الذي يساعدني على الكشف هل فعلا المكون الغذائي هنا اللي هو الخبز يحتوي على أملاح الكالسيوم أم لا. إذا أضفناه لرشاحة الخبز ولاحظنا تشكل راسب أبيض الذي لا يسود مع تأثير الإضاءة. ماشي بحال هذه الحالة هذه اللي شفنا سابقا عندنا هنا راسب أبيض يسود مع تأثير الإضاءة وهنا راسب أبيض لا يسود مع الإضاءة. إذا هذا يدل على أن الخبز يحتوي على أملاح الكالسيوم. Donc le pain contient des sels de calcium. C'est comment ça? Donc on a ajouté l'oxalate d'ammonium au filtre de pain et on a trouvé comme résultat la formation d'un précipité blanc. Donc ici nous avons un précipité blanc, bien sûr ne noircit pas jamais sous l'effet soit de la chaleur, soit de ce qu'on appelle la lumière. D'accord? On passe maintenant au lait. Donc nous avons ici le pain et on passe maintenant au lait. Donc c'est la même chose. Donc on a ajouté l'oxalate d'ammonium au filtre de lait. Et qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve la formation d'un précipité blanc, bien sûr, qui ne noircit pas la lumière. Donc ça va montrer très bien que ce qu'on appelle le lait contient des sels de calcium. Donc le lait الحليب كذلك يحتوي على أملاح الكالسيوم. كيف ذلك؟ لأن عند إضافة الأوكزالات دامونيوم هنا c'est un indicateur. هذا عبارة عن كاشف يساعدني على كشف هل المكون الغذائي يحتوي على أملاح الكالسيوم أم لا. ولكن لابد أن نجد في النتيجة ديال التجربة تشكل راسب أبيض. لا نقول يسود وإنما لا يسود مع تأثير الإضاءة. J'espère que vous allez comprendre bien comment on peut mettre en évidence la présence bien sûr. Alors on passe maintenant à quatrième expérience. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a rajouté le liqueur de Fehling au filtre de pain. Donc bien sûr qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? Donc on a trouvé la formation, comme vous voyez ici très bien, il y a la formation d'un précipité rouge brique. Qu'est-ce qu'il a montré cette précipité rouge brique? Elle montre très bien que, bien sûr, donc nous avons la formation de précipité rouge brique. Cela montre que le pain effectivement contient le glucose. On passe maintenant au filtre de lait. C'est la même chose presque concernant le pain. On a rajouté au filtre du lait le liqueur de Fehling et on a subir au chauffage. On a trouvé la formation d'un précipité rouge brique. Donc comme résultat, il y a la formation de précipité rouge brique qui va montrer très bien que le lait vraiment, effectivement, contient du glucose. D'accord? J'espère que vous allez comprendre mieux cette expérience. Donc pour la mise en évidence de la présence de glucose dans un aliment quelconque, il suffit de rajouter le liqueur de Fehling et on aura la formation d'un précipité rouge brique qui signifie que le pain ou bien le lait contient de glucose. Donc on va passer maintenant à la cinquième expérience. On a ajouté un morceau de pain, on a rajouté l'eau iodée
Donc, et on a trouvé comme résultat la tache qui est bleu-violacée. La tache bleu-violacée signifie que quoi? Que le pain contient de l'amidon. Lorsque vous rajoutez l'eau iodée soit au pain, soit au lait, et vous avez trouvé une tache bleu-violacée, ça montre très bien et signifie que le pain contient de l'amidon. Alors, nous avons ici ajouté l'acide nitrique à ce morceau de pain et on a trouvé une tache qui est jaune. La tache jaune. Donc, la formation d'une tache jaune signifie que le pain contient des protéines. Donc, pour la mise en évidence des protéines dans l'aliment, il suffit de rajouter l'acide nitrique. Et pour la mise en évidence de la présence de l'amidon dans un aliment, il suffit de rajouter l'eau iodée. Donc, j'espère que vous allez mieux comprendre. Alors, comme conclusion, en analysant les compositions du pain et du lait, nous concluons qu'elles sont composées d'un groupe, bien sûr, de quoi? Donc, sont composées bien sûr d'un groupe d'aliments simples. Les aliments tels que le pain, le lait, les légumes et les fruits et les viandes, ce sont des aliments composés. Pourquoi? Car elles contiennent des aliments simples. Donc nous avons deux types d'aliments. Il y a les aliments simples et les aliments composés. Les aliments simples, ce sont des composés essentiellement d'une seule catégorie de nutriments. Alors que les aliments composés, ce sont des composés au moins de deux aliments simples, au plus. Donc, petit 2, la diversité et le rôle des aliments. Donc, selon sa composition chimique, notre alimentation peut être classifiée en. Il y a des aliments riches en, bien sûr, en protéines, tels que sardines, la viande, et les aliments riches en glucides, comme le pain, pommes de terre, le miel, لأن الخبز والبطاطس والعسل أغذية غنية بالسكريات. Les aliments riches en glucides, ou bien en lipides, pardon, c'est l'huile, la viande, le mouton et ainsi de suite. Donc الأغذية الغنية بالدهنيات كالزيت مثلا أو لحم الخروف أو مثلا الزبدة إلى آخره كلها أغذية غنية بالدهنيات. Les aliments riches en vitamines أغذية غنية بالفيتامينات مثلا les légumes et les fruits الخضر والفواكه. Et il y a aussi des aliments qui sont riches, bien sûr, on peut dire en protéines, en glucides, en sels minéraux comme le lait et ses dérivés. Selon sa fonction, notre alimentation peut être classifiée en. Il y a des aliments, bien sûr, constricteurs, أغذية بناءة أو لا بنائية تقوم ببناء الجسم. Ce sont des aliments qui servent à construire et à développer le corps tels que les protéines et les sels minéraux. كالبروتينات والأملاح المعدنية تعتبر أغذية بنائية. Il y a aussi des éléments énergétiques أغذية طاقية. طاقية يعني تزود الجسم بالطاقة. Ce sont des aliments qui fournissent au corps l'énergie nécessaire tels que les glucides et les lipides. يعني مثلا السكريات والدهنيات تعتبر أغذية طاقية تزود الجسم بالطاقة الضرورية لنشاطه اليومي. Il y a aussi des aliments protecteurs أغذية حمائية أو نقول كذلك وقائية. لماذا؟ لأنها تقي جسمنا من التعرض لمجموعة من الأمراض مثلا donc les vitamines et les sels minéraux. الفيتامينات والأملاح المعدنية تعتبر كذلك أغذية حمائية. Donc ce sont les éléments qui protègent le corps contre les maladies, à savoir les vitamines et les sels minéraux. On passe maintenant aux deuxième activité, les carences alimentaires. الفاقات الغذائية. On commence bien sûr par la notion de la carence alimentaire et on va travailler sur l'exercice 5, page 26. Comme vous voyez ici, on va lire ce document. Le rachitisme, c'est un c'est un exemple de maladie qui se trouve et qui est répandue dans bien sûr les zones africaines. Donc le rachitisme est une maladie qui atteint les enfants à bas âge. Il se manifeste par des déformations du système osseux, exemple déformation de la boîte crânienne, gonflement des hypophyses osseuses,
amaigrissement général, déformation de la cage thoracique et les jambes arquées soit se forment comme vous voyez ici, ou bien soit se forment entre parenthèses. Le rachitisme est dû à une carence en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur l'os et une carence en sels minéraux qui donne la dureté à l'os. هاد المرض هذا عبارة عن مرض يصيب الأطفال خاصة يعني اللي عندهم سن آباء باقين صغار. باش كيتميز هذا المرض هذا أولا كيفاش كيظهر هذا المرض هذا كيظهر عن طريق تشوهات مثلا على مستوى الجهاز العظمي مثلا كيكون عندنا تشوه مثلا في الجمجمة ديال الرأس أولا انتفاخ العظام أولا الضعف كذلك عبارة عن أعراض هذا المرض. كذلك التشوهات على مستوى لاكاج توغاسيك اللي هي القفص الصدري كيكون شوية معوج كيف كتشوفوا معايا هذا الشخص هذا الطفل هذا عنده تشوه على مستوى القفص الصدري. إليا أوسي دي جونب أركي كتلقى عندهم الساق أو السيقان فيها تشوه نوعا ما كيف كتشوفوا هذا الشكل هذا عنده تشوه بين قوسين يعني عنده هذا الشكل هذا بين قوسين يعني الرجلين ديالو مقوسين. هذا المرض هذا كيكون غالبا ناتج عن نقص في الفيتامين دي. حنا عارفين الفيتامين دي كيكون طبيعي خاصة في الشمس يعني الشمس الحمد لله تزودنا بالفيتامين دي. شنو هو الدور ديال هذا الفيتامين دي؟ هو اللي كيثبت ليا الاملاح المعدنيه على العظام دونك سي ان فيتامين qui bien sûr fixe les sels minéraux sur les os. Donc c'est une vitamine qui est essentielle pour la formation et la dureté des os, d'accord? Et c'est une carence aussi en sels minéraux. يعني هذا المرض هذا ناتج كذلك بالإضافة إلى نقص في الفيتامين دي كذلك نقص في الأملاح المعدنية. نعرف بأن الأملاح المعدنية كذلك تعطي الصلابة والقوة للعظام. إذا السؤال الأول déduire du texte les symptômes de la maladie يعني يستنتج من قراءة النص أعراض هذا المرض. إذا كيف قلنا il y a la déformation de la boîte crânienne, de la cage thoracique et des jambes arquées soit se forment entre parenthèses qui est bien sûr comme ça ou bien comme ça. La deuxième question va expliquer comment peut-on guérir de cette maladie. كيفاش ممكن نتشافوا من هذا المرض هذا. إذن il faut se nourrir d'aliments riches en sel de calcium. خاصنا نتناولوا أغذية غنية بالأملاح الكالسيوم لأن الأملاح الكالسيوم il est indispensable à la dureté des os ضرورية وأساسية لصلابة العظام. وكذلك تناول أغذية غنية بالفيتامين دي. كيف كتشوفوا معايا الأفارقة هما طيلة السنة كيتمتعوا بالشمس ولكن المشكل فين كاين يعني عندهم الفيتامين دي. وعلاش كيكون عندهم هذا المرض هذا اللي هو الراكيتيزم كيكون عندهم هذا المرض هذا حيت الأغذية اللي كيتناولوها غير متنوعة وبالتالي ما فيهاش الفيتامينات. يعني خاص يعني تناول أغذية غنية بالفيتامين دي الذي يثبت الأملاح المعدنية على العظام. ضروري من تناول أغذية غنية بالفيتامين دي وكذلك غنية بالأملاح المعدنية كالكالسيوم على رأسها الكالسيوم التي تعطي الصلابة للعظام la dureté des os. On commence la lecture. Donc on peut se procurer de la vitamine D de deux façons différentes. Soit la fabriquer à partir des tissus adipeux de la peau sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil, soit par l'alimentation. Donc la question explique comment les cellules des tissus adipeux de la peau produisent-ils la vitamine D. Donc les cellules de la peau contiennent des molécules adipeuses الجزيئات الدهنية qui sous l'effet des rayons ultraviolets الأشعة فوق البنفسجية se transforment en molécules de la vitamine D. إذا الخلايا أو خلايا الجلد تتكون من جزيئات دهنية. هذه الجزيئات الدهنية عندما تتعرض للأشعة أشعة الشمس يعني الأشعة فوق البنفسجية كتحول إلى جزيئات الفيتامين D. Très bien. La question 4, on va expliquer pourquoi ou bien pour quelle raison le rachitisme est répandu en Afrique malgré l'ensoleillement pendant presque toute l'année. قالك لماذا الأفارقة رغم تعرضهم طيلة السنة للشمس يعانون من مرض الراكيتيزم. باش غنفسروا هذا الشيء يعني عندهم لا فيتامين دي عندهم الشمس ولكن فين كاين المشكل مادام أنهم كيتعرضوا لهذا المرض هذا دائما
إذا ممكن نفسروا بأن les Africains en général ont une malnutrition. إذا الأفارقة عموما لديهم سوء التغذية et par conséquent le manque des sels minéraux qui favorise la dureté des os malgré l'ensoleillement. et واخا كيتعرضوا للشمس طيلة السنة يعني عندهم الفيتامين دي بكثرة ولكن عندهم سوء التغذية. ملي كنقول سوء التغذية يعني ما كيتناولوش الأملاح المعدنية اللي كتشجع وكتحفز صلابة العظام. Alors, la définition, d'abord on a tout واحد التعريف للفاقة الغذائية. Donc une carence alimentaire est une bien sûr عبارة هاد الفاقة الغذائية عبارة عن manque نقص est une manque liée ou bien est une maladie nutritionnelle liée au manque total ou partiel d'un ou de plusieurs aliments. Par un bon développement et une bonne santé, une alimentation qui est bien sûr diversifiée et équilibrée est nécessaire. إذا الفاقة الغذائية عبارة عن مرض غذائي d'accord اللي كيكون مرتبط بنقص كامل أو جزئي لغذاء أو مجموعة من الأغذية. إذا باش يكون عندنا واحد النمو جيد وواحد صحة جيدة تغذية متنوعة ومتوازنة تكون ضرورية في هذه الحالة. 2. Les causes et symptômes de quelques carences alimentaires. أسباب وأعراض بعض الفاقات الغذائية. ناخذ كمثال عندنا مجموعة من الفاقات الغذائية يعني مجموعة من الأمراض وعندنا الأعراض ديالها لي سيمبتوم وأسباب ديالها. نبداو مثلا بواحد المرض سميتو الكواشيكور. الكواشيوركور هاد الكواشيوركور شنو هو؟ دونك عبارة عن ديفلوبمون انورمال واحد النمو اللي هو غير طبيعي في الجسم كيكون السبب ديالو اون كارونس ان بروتيد اي نوتامون انيمال. كيكون غالبا هذا المرض هذا اللي سميتو الكواشيوركور كيجي الناس اللي عندهم نقص فاش في البروتيدات خاصة البروتيدات الحيوانية يعني البروتيدات من أصل حيواني. القواطر هذا معروف. القواطر c'est un maladie qui est bien sûr due à une hypertrophie de la glande thyroïdienne. ملي كتكون عندنا واحد النمو زائد يعني واحد النمو مفرط للغدة الدرقية كيعطينا هذا المرض هذا اللي هو القواطر. السبب ديالو c'est un manque de اليود يعني اللي كياكل أغذية غير غنية يعني ما غنياش بالأملاح اليود هنا يقدر يتصاب هذا الشخص هذا بالقواطر وبالتالي كيكون عنده واحد ليبرتروفي يعني واحد النمو زائد في الغدة الدرقية. سكوربيت هذا سكوربيت c'est une maladie qui est signifiée bien sûr ou bien qui est marquée par un gonflement et saignement de la gencive et la chute des dents. alors هذا المرض هذا باش كيتميز انتفاخ أو سيلان دم على مستوى اللثة يعني اللثة يا إما تنتفخ يا إما يخرج منها الدم وكذلك تساقط الأسنان. هذوما الأعراض ديال هذا المرض هذا وكيكون غالبا السبب ديالو هو لا فورت كارونس en فيتامين سي ملي كيكون واحد النقص حاد كذلك في الفيتامين سي كيؤدي للإصابة بالمرض يسمى سكوربيت. il y a aussi la sclérose de l'œil بحال قلتي تجوف قرنية العين. c'est une maladie qui est bien sûr se caractérise et symptômée par l'œil déshydraté et la cornée opaque يعني جفاف العين أو قرنية العين. غالبا هذا المرض هذا كيكون السبب ديالو لا مانك ou bien insuffisance de la vitamine A يا إما نقص أو واحد الكمية غير كافية من لا فيتامين A يعني لا فيتامين A راه واحد الفيتامين اللي مهم وأساسي جدا بالنسبة للعين. لا فيتامين سي كذلك واحد لا فيتامين مهم جدا باش نتفاداو الإصابة بالمرض اللي كيؤدي لسيلان دم أو انتفاخ اللثة أو تساقط الأسنان. لانيمي اللي كنقولوا ليه بالعربية لانيمي فقر الدم. هاد فقر الدم هذا كيكون الأعراض ديالو عبارة عن لانسيفيزونس ميسكولير لا فاتيك جينيرال يعني عامة كيكون الإحساس نوعا ما بالعياء أو واحد الكمية غير كافية من النشاط العضلي. دونك الأسباب ديالها كتكون غالبا نقص فاش في الحديد en fer. L'activité numéro 3 donc les rations alimentaires الكلتات الغذائية. On va commencer bien sûr par la notion de la ration alimentaire. On va prendre un exercice intégré page 34. Donc le
du déjeuner individuel dans l'internat d'un collège. يعني واحد اللائحة ديال غذاء فردي داخل مؤسسة بها داخلية. يعني واحد المؤسسة فيها الداخلية، يعني فيها المطعم فيها كل شيء، وغادي نشوفوا اللائحة ديال الغذاء كي دايرة. عندنا 150 غرام ou bien 150 grammes de tomates, 150 grammes d'huile, 250 grammes de sardines et 400 grammes de pain, 100 grammes de riz blanc, 50 grammes de beurre et 100 grammes de yaourt et 200 grammes d'orange. Très bien. عندنا الطماطم، الرز الأبيض، الزيت، الزبدة، السردين، الياغورت، الخبز والليمون. Donc la question 1, on va calculer l'énergie calorifique en kilojoules déduite de chaque aliment consommé, sachant que 1 gramme de glucides libérés c'est 17 kJ et 1 gramme de protéines libérées 17 kJ et 1 gramme de lipides libérés c'est 38 kJ. Donc nous avons 100 grammes de tomates libérées c'est 85 kJ. Donc on va calculer l'énergie calorique. Donc nous avons ici le tomate c'est 150 grammes de tomates. On va faire la relation de 3. عندي القاعدة الثلاثية. عندنا كل 100 غرام من الطماطم تعطيني 85 كيلو جول من الطاقة. حنا شحال عندنا في اللائحة ديال الغداء؟ عندنا 150 غرام. عندي القاعدة الثلاثية، يعني 150 غرام غنضربوها في 85 ونقسموها على 100 غرام. Donc on va faire 150, on va le multiplier fois 85 et on va le diviser sur 100 grammes. Et on va trouver donc 127,5 kJ. La même chose, nous avons 100 de riz blanc libéré 1447 kJ et nous avons ici 100 grammes de riz blanc. عندنا في القائمة 100 غرام من الرز الأبيض، وقال لك هنا كل 100 غرام من الرز الأبيض تعطيني 1447 كيلو جول، يعني غتبقى نفس القيمة، donc 1447 كيلو جول. Ici nous avons 100 de l'huile libérée, c'est 3762 kJ. Et nous avons ici 150 l'huile. عندنا هنا 150 غرام من الزيت، وهنا قال لك كل 100 غرام من الزيت تعطيني 3762 كيلو جول. عندنا القاعدة الثلاثية، نضربو 150 غرام في 3762 ونقسموها على 100 et on va trouver comme résultat 5643 kJ. Et concernant le cas suivant, 1604,5 1325 kJ, 232,5 et 4126,4 et 340 kJ. إذا الطريقة اللي درنا. Alors on passe maintenant. Donc la deuxième question, on va calculer l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire en kilojoules, sachant que le total des glucides est 307 grammes de protéines et 40, bien sûr, c'est 18 grammes et celui des lipides c'est 45,25 grammes. D'accord. قال لك احسب الإمداد الطاقي لأغذية أو لهذه الكتلات الغذائية بالكيلو جول، علما أن يعني المجموع ديال السكريات هو 307 غرام، والمجموع ديال البروتينات هو 98 غرام، والمجموع ديال الدهنيات هو 85.25 غرام. يعني غنحسبوا الإمداد الطاقي. حنا عارفين من التمرين أن كل 1 غرام من السكريات كتعطيني 17 كيلو جول. كل 1 غرام من السكريات يحرر 17 كيلو جول. اش عندي من السكريات؟ عندي هنا 307. غنديرو القاعدة الثلاثية. إذا غنديرو 307 غنضربوها في 17 ونزيدوها 92 غنضربوها في 17 ونزيدو 85 نضربوها في 38. غنطبقو هاد القاعدة هادي. عندنا 1 غرام من السكريات فيها 17 كيلو جول، 1 غرام من البروتينات فيها 17 كيلو جول، 1 غرام من الدهنيات فيها 38 كيلو جول، وغنلقاو 1124 kJ. La question suivante, est-ce que l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins d'un adolescent, c'est bien sûr 12 500 kJ. قال لك واش هاد الكتلة الغذائية كافية، علما أن حاجيات
يعني هو كيحتاج 12500 ولكن كيستهلك 1124. إذا واش هاد الكلشة الغذائية متوازنة؟ Bien sûr, non. علاش؟ Elle n'est pas suffisante car l'apport énergétique est inférieur aux besoins énergétiques لأن الإمداد الطاقي أصغر من الحاجيات الغذائية. دائما ملي كيكون الإمداد الطاقي أصغر من الحاجيات الغذائية نقول بأن الكلشة الغذائية غير متوازنة. إذا عندنا 10000 صغيرة من 12000. 10000 هي الكمية اللي كيستهلكها و 12000 هي الكمية اللي كيحتاج الجسم ديالو من الطاقة. Vérifier si cette ration est équilibrée sont les proportionnalités suivantes en supposant que la masse des protéines d'origine végétale est de 60, bien sûr, 8. Donc, nous avons le rapport énergétique, le glucide sur les protéines est comprise entre 3,5 et 5. Et l'apport énergétique des lipides sur les protéines est égal à 1. Et les protéines animales sur les protéines végétales est supérieur à 1 sur 3. Donc, on va vérifier si cette ration est équilibrée selon les proportionnalités suivantes. Et on va supposer que la masse des protéines d'origine végétale est de 68 grammes. Donc non, il n'est pas équilibré. On va prendre la quantité des glucides qui est 307. On va diviser sur 48 grammes. Et on va trouver qu'il n'est pas supérieur à 3,5 et il n'est pas inférieur à 5. Et on va prendre les lipides qui est bien sûr 85,25 et on va diviser sur les protéines qui est bien sûr 98. Et on va trouver qu'il n'est pas A égal, et donc il est différent à 1. Et la même chose, on va diviser les protéines animales qui est bien sûr 98 sur 68. On va le trouver qui est inférieur, il n'est pas supérieur à 1 sur 3, donc la ration n'est pas équilibrée. 5. On va proposer des modifications de cette ration alimentaire si c'est possible. On va proposer donc des modifications dans cette ration alimentaire si c'est possible. Donc il faudrait rajouter plus de glucides et des lipides. Comme vous voyez ici, nous avons l'insuffisance des protéines et des sels minéraux, l'alimentation équilibrée et variée et l'excès de glucides et des lipides. Donc il faudrait rajouter plus de glucides et des lipides. Pourquoi? Parce qu'on va proposer des modifications dans cette ration alimentaire si c'est possible. Parce que il faut rajouter plus de glucides et de lipides pour qu'ils soient bien équilibrés. Comme l'image à côté, donc on va commenter l'image à côté. Donc le déséquilibre alimentaire entraîne des maladies. يعني ملي كيكون عندي واحد الخلل في التوازن الغذائي كيكون عندي الإصابة بالأمراض مثلا هنا مرض السمنة مثلا أو أمراض القلب والشرايين إلى آخره. Donc on va définir la ration alimentaire. Donc ما معنى الكلشة الغذائية؟ Donc c'est la quantité des aliments qu'on va bien sûr fournir à notre corps selon les besoins bien sûr. Donc B, la définition. Donc la ration alimentaire est la quantité d'aliments qu'une personne doit consommer en jour 24 heures afin de subvenir aux besoins de son corps. Cette quantité doit être bien sûr suffisante et diversifiée. يعني الكلشة الغذائية هي كمية الأغذية التي يتناولها أو يستهلكها شخص معين أثناء مدة 24 ساعة من أجل سد حاجيته الغذائية أو سد حاجية جسمه، وهذه الكمية لابد أن تكون كافية ومتنوعة وكذلك متوازنة. 2. Les facteurs qui influencent la ration alimentaire. العوامل المتدخلة في تغيير الكلشة الغذائية. On va prendre comme exemple ce document donc, qui montre la mesure de la dépense énergétique pendant un effort physique varié. Et vous avez ici une image qui montre bien sûr une fille qui fait bien sûr un effort de sport. Donc observez et expliquez qu'est-ce qui se passe pendant les efforts physiques. Donc nous avons ici plusieurs efforts, soit la marche, cycliste, football et la course. Et nous avons ici la quantité d'énergie. Donc pendant la marche, la quantité d'énergie, c'est 600. Et pendant cycliste, la quantité d'énergie qui est bien sûr consommée, c'est 1400. Et pendant l'effort physique, le football, nous avons ici 1800. Et pendant
l'effort physique, la course, nous avons ici 2600 kJ par heure. Donc, comme vous voyez ici, plus que l'effort physique y augmente, plus que l'énergie nécessaire y aussi augmente, y est importante. Donc, pendant les efforts physiques, le corps a besoin plus d'énergie. Et quel est le facteur impliqué? L'activité physique, النشاط الجسماني. Donc 2. Les besoins journaliers en énergie chez la femme enceinte et l'allaitante. نشوفوا دابا الحاجيات الغذائية عند المرأة الحامل أو المرأة المرضعة. Donc nous avons ici la femme normale, مرأة عادية, la femme enceinte, المرأة الحامل, ou المرأة المرضعة, la femme allaitante. Nous avons ici les besoins énergétiques, les besoins en protéines, en fer et en calcium. نشوفوا الحاجيات ديال هاد لي كا في البروتيدات وفي الحديد وفي الكالسيوم. Donc concernant la femme normale, il a besoin de 8400 kJ et il a besoin de 70 grammes en protéines et il a besoin en fer donc 16 à 18 grammes ou bien milligrammes et en calcium il a besoin de 800 grammes. La femme enceinte il a besoin de 9500 kJ et la femme allaitante il a besoin de 10 500 kJ. Donc comparer les besoins énergétiques de la femme selon son état physique. Donc la femme allaitante elle a besoin de plus d'énergie que la femme enceinte et la femme enceinte elle a besoin de plus d'énergie que la femme normale. المرأة المرضعة كتكون محتاجة إلى كمية أو إلى حاجيات غذائية أو طاقية مهمة أكثر من المرأة اللي كتكون حامل ولا ميم شوز بالنسبة للمرأة اللي كتكون حامل كتكون محتاجة أكثر مقارنة مع المرأة اللي كتكون عادية ليست حامل وليست مرضعة. Donc on peut dire maintenant donc عندنا la femme normale, la femme enceinte et la femme allaitante. Donc les besoins énergétiques de la femme bien sûr allaitante sont plus importantes que ceux de la femme enceinte qui sont supérieurs à ceux de la femme normale. Donc la femme allaitante a besoin de beaucoup plus d'énergie pour nourrir son bébé. Donc on va lire maintenant la question 2. Expliquer la variation des besoins de la femme dans les trois cas. غنفسروا التغير في الحاجيات bien sûr طاقية بالنسبة للحالات الثلاثة. يعني علاش المرأة المرضعة كتفوت في الحاجية الطاقية ديالها المرأة الحامل. Donc la femme allaitante المرأة المرضعة a besoin de beaucoup plus d'énergie pour nourrir son bébé. إذا المرأة اللي كتكون مرضعة علاش كتكون محتاجة لواحد الكمية مهمة جدا من الطاقة أكثر من المرأة الحامل لأنها كتحتاج تلك الطاقة لكي تزود بها حاجيات صغيرها أو رضيعها بينما المرأة اللي كتكون حامل كتكون محتاجة كذلك واحد الكمية نوعا ما مهمة من الطاقة لكي تغذي بها جنينها sans fœtus ou bien sans compléter. Donc j'espère que vous allez comprendre tout ça. Donc document 2. Donc la consommation énergétique journalière. Donc vous avez ici la consommation énergétique chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte et chez le sportif. غنشوفوا الحاجات الطاقية عند الطفل وعند البالغ وعند الراشد وعند الرياضي سواء كان ذكر masculin أو كان أنثى féminin. Donc comment varient les besoins énergétiques en fonction de l'âge. عندما يزداد يعني العمر كيفاش كتغير الحاجيات الطاقية حيت عندنا من 1000 vers 13000 kJ par heure. Comme vous voyez ici, donc quel est le facteur impliqué? Donc l'enfant il a besoin de 9500 kJ, bien sûr féminin, et masculin, l'enfant, il a besoin de 10 800 kJ par heure. Chez l'adolescent, bien sûr masculin, il a besoin de 12 000, alors que la femme, il a besoin de 10 000. Chez l'adulte, il a besoin de 8 800 et la femme 5 700. Sportif, il a besoin de 2 800 et la femme, il a besoin de 10 200. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que plus l'âge augmente, plus, bien sûr, on aura besoin de plus d'énergie.
pour faire bien sûr l'effort physique. Donc, expliquer pourquoi les besoins énergétiques du sport sont plus élevés. Sont plus élevés parce qu'il a besoin de beaucoup plus pour bien courir. Donc, le facteur impliqué, c'est le sexe et l'âge. هنا اللي كيلعب الدور هو السن وكذلك الجنس. دائما الرجل كيحتاج أكثر من المرأة من الطاقة. إذا الطاقة اللازمة عند الرجل كتكون أكثر من المرأة. كذلك السن، يعني الشخص الرياضي أو الشخص البالغ ماشي هو الطفل، الشخص الرشيد ماشي هو الطفل. Donc les besoins énergétiques quotidiens varient selon différents facteurs. Donc nous avons ici l'activité physique, النشاط الجسماني, et nous avons ici l'état physiologique, الحالة الفيزيولوجية. Et enfin l'âge, السن. Bien sûr ce sont des facteurs. هذوما العوامل. Donc on peut rajouter le sexe, الجنس. Alors on passe maintenant au chapitre numéro 5, le sang et la circulation chez l'homme. الدم والدوران عند الإنسان. Alors on va commencer par la situation de départ. Le sang circule bien sûr dans le corps. Pourquoi? Pour apporter aux organes des substances dont il a besoin. Donc il joue le rôle intermédiaire entre tous les organes du corps. En effet, au niveau des substances d'échange, villosité intestinale, l'alvéole pulmonaire, les échanges s'effectuent entre le milieu extérieur et le sang. Donc problème à résoudre, quels sont les composants du sang et comment le sang transporte les nutriments et le dioxygène vers les cellules et comment les débarrasse en dioxyde de carbone et les déchets. Et comment est organisé l'appareil circulatoire? Activité numéro 1, les constituants du sang et l'appareil circulatoire. Alors la mise en évidence des constituants du sang, on va travailler sur le document 1, page 54. الكشف عن مكونات الدم. Donc nous avons ici deux parties, le plasma qui occupe presque 55% et les plaquettes et le globule blanc qui occupe 1% et 45% des globules rouges. إذا عندنا البلازما تقريبا كتاخد 55% من المساحة. عندنا الصفائح الدموية البيضاء كتاخد تقريبا 1% والكريات الدموية الحمراء كتاخد 45%. إذا هادو هما المكونات ديال الدم. Donc l'observation microscopique, nous avons le plasma, nous avons le globule blanc polynucléaire, كريات الدموية البيضاء المفصصة النواة. Nous avons ici les globules rouges, ou bien les émacés, كريات الدموية الحمراء. Et nous avons ici le globule blanc mononucléaire. كيف كتلاحظوا معايا هنا عندنا globule blanc polynucléaire فيها بزاف ديال النواة وهنا globule blanc mononucléaire يعني فيها نواة وحدة. Et numéro 5, il y a aussi des plaquettes sanguines. Les plaquettes sanguines. Donc le sang est constitué du plasma, liquide dans lequel baignent des cellules sanguines telles que bien sûr les globules rouges ou bien les émacés. Ils sont nombreux, presque 5 millions par milligramme du sang, sous forme de disque biconcave, dépourvu de noyau et contient une protéine colorée dite l'hémoglobine. Al-khidab ad-damawi, l'hémoglobine. Il y a aussi le globule blanc ou bien les lymphocytes, moins nombreux, et existe ceux de type mononucléaire et polynucléaire. Très bien. Il y a enfin les plaquettes sanguines dont la forme est bien petite. Son noyau est regroupé en amas qui joue un rôle dans la coagulation du sang. Les organes de l'appareil circulatoire. Donc nous avons ici l'appareil circulatoire est formé du cœur et des vaisseaux sanguins. On distingue trois types de vaisseaux sanguins. Il y a les artères. Donc les artères, vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule du cœur vers tous les organes. Et au niveau de ces derniers, les artères se ramifient en artérioles, c'est la charaïn. Il y a aussi les veines, l'aurida. Ce sont des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule des organes vers le cœur. Au niveau des organes, les veines se ramifient en vénules. Et il y a les capillaires sanguins, ou là, l'awiyya الدموية. Ils se trouvent au niveau des organes et relient entre les artérioles et les vénules. Donc, qui relie les artérioles et les vénules, ce sont des capillaires sanguins.
Activité numéro 2, on va bien sûr aborder le rôle du sang dans le transport des gaz respiratoires et des nutriments. Et on va travailler sur l'expérience et le résultat. Donc on place un peu du sang frais dans un flacon. Au contact de l'air riche en dioxygène, le sang doit rouge vif ou bien devient rouge vif. Si on entrant l'air riche en dioxyde de carbone dans le flacon, le sang devient rouge sombre. Alors, le transport de dioxygène et de dioxyde de carbone par le sang. Donc, l'explication des résultats. La couleur rouge du sang est due à la présence d'une protéine à l'intérieur des globules rouges, appelée l'hémoglobine. L'air d'aspiration qui est riche en dioxygène s'arrive au niveau des alvéoles pulmonaires. Et au niveau des alvéoles pulmonaires, l'hémoglobine se combine avec le dioxygène pour donner l'oxyhémoglobine. Donc, l'hémoglobine plus le dioxygène va devenir HbO2, c'est-à-dire l'oxyhémoglobine. Au niveau des organes, l'oxyhémoglobine libère de dioxygène fixé O2. Donc, nous avons ici, donc l'oxyhémoglobine va devenir hémoglobine plus le dioxygène. Bien sûr, au niveau des organes. Ça, au niveau des alvéoles pulmonaires, على مستوى الأسنان الرئوية وهنا على مستوى الأعضاء. Donc, le dioxyde de carbone qui est rejeté par les cellules se combine avec l'hémoglobine pour donner carbohémoglobine. Donc, l'hémoglobine plus le dioxyde de carbone va devenir carbohémoglobine. Le sang arrivant au poumon est riche en dioxyde de carbone provenant de toutes les cellules. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le carbohémoglobine libère le dioxyde de carbone, bien sûr, et le carbohémoglobine va devenir l'hémoglobine plus le dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone se rejette par l'air d'expiration. J'espère que vous allez... Alors l'hémoglobine assure le transport de 48% de dioxygène, le reste est transporté sous forme dissoute dans le plasma. L'hémoglobine assure le transport juste de 20 jusqu'à 30% de dioxyde de carbone, alors que la plus grande partie, c'est-à-dire est transportée sous forme de composite dissous dans le plasma hydrogénocarbonate. D'accord? Alors les échanges de gaz respiratoire et des nutriments au niveau des cellules, comme vous voyez ici, nous avons une schéma qui montre les échanges entre les gaz et les nutriments. Donc, comme vous voyez ici, nous avons le plasma qui représente la sortie de dioxyde de carbone et nous avons la lymphe qui est bien sûr le liquide interstitiel qui est un intermédiaire entre le plasma et la lymphe. Donc, le plasma traverse la paroi des capillaires sanguins vers les tissus en entraînant les autres constituants du sang, à l'exception des hémacées, des plaquettes sanguines, ce qui permet la formation de la lymphe interstitielle. Donc, la lymphe joue un rôle intermédiaire entre le sang et les cellules. La lymphe qui circule dans les vaisseaux lymphatiques retourne au sang ainsi que le renouvellement de la lymphe favorise la distribution de dioxygène et des nutriments dans l'organisme et l'évacuation de dioxyde de carbone et des déchets cellulaires. Alors l'activité 3, la circulation de sang dans le cœur, l'activité cardiaque. Nous avons la structure du cœur, بنية القلب. Donc nous avons l'artère aorte et nous avons les veines pulmonaires, الأوردة الرئوية. Nous avons l'oreillette gauche, الأذن اليسرى. Nous avons les valvules mitrales, donc الصمامات. الأذين البطينية. Il y a la ventricule gauche, si البطين الأيسر et le cloison. Donc nous avons ici le sang qui entre à partir du poumon vers les veines pulmonaires. Il va entrer par l'oreillette gauche, puis va traverser les valvules mitrales et entre dans la ventricule gauche et sortir par l'artère aorte. La même chose concernant, donc lorsqu'il, bien sûr, le sang entre dans les veines caves supérieures, il va entrer dans l'oreillette droite et passe bien sûr par la valve tricuspide et dans la ventricule droite, il va sortir par l'artère pulmonaire شرايين رئوية. Donc si bien sûr la structure du cœur est composée par des artères et des veines. Donc le cœur est formé d'un muscle, le myocarde creux. Il est constitué d'une partie droite et une partie gauche, séparées par une cloison. Chacun contient de deux cavités de taille et de volume différents, une oreillette et un ventricule. Le cœur fonctionne comme une pompe pour assurer la circulation du sang dans l'organisme. إذا القلب يقوم يعني ضخ الدم في الجسم بكامله. Donc si la circulation de sang dans le cœur est l'activité cardiaque. Donc plusieurs vaisseaux
donc plusieurs vaisseaux sanguins sont attachés avec le cœur. Il y a les artères, charaïn et les veines aurida. شنو هما الشرايين؟ ce sont des artères aortes et les artères pulmonaires. الشرايين أبهر والشرايين الرئوي. نشوفوا الفرق ما بين الشرايين الأبهر والشرايين الرئوي. كيف كتشوفوا معايا هنا الشرايين الأبهر يعني كيخرج الدم الآتي من الرئتين، والشرايين الرئوي كيخرج الدم الآتي من الأعضاء. عندنا كذلك أوردة، عندنا أوردة رئوية وأوردة يعني تجوفية علوية وسفلية. Donc nous avons ici les veines, ce sont des veines pulmonaires et les veines caves supérieures et inférieures. Bien. Donc le sens de la circulation sanguine, donc au niveau du cœur, la circulation sanguine se fait au sens unique de l'oreillette au ventricule puis vers l'artère. Donc ce sens unique est assuré par des petites portes bien sûr membraneuses appelées. Il y a les valvules donc qui jouent le rôle dit clapettes anti-retour du sang dans le sens inverse et qui sont deux types. Il y a des valvules artérielles, donc dites aussi sigmoïdes, situées à la base des artères et empêchent le sang de retourner au ventricule. Et les valvules auriculo-ventriculaires situées à la limite entre les oreillettes et les ventricules et empêchent le sang de retourner dans les oreillettes. Donc, عندنا الصمامات الشريانية. هاد الصمامات الشريانية كتكون في التحت ديال الشرايين كتمنع أن الدم يعاود يرجع للبطين. أما الصمامات الأذين البطينية هي الصمامات اللي كتكون ما بين الأذن وما بين البطين ديال القلب كتمنع أن الدم يعاود يرجع للأذنين. Donc voilà concernant les valvules artérielles et les valvules auriculo-ventriculaires. Donc comme vous voyez ici, donc nous avons bien sûr les valvules sigmoïdes et les valvules auriculo-ventriculaires. Donc 3 les phases de la révolution cardiaque. Donc nous avons le diastole, ce qu'on appelle aussi le systole auriculaire et le systole ventriculaire. Donc عندنا الانبساط الأذيني والانبساط البطيني والانبساط العام. Donc la révolution cardiaque est l'ensemble des phénomènes qui affectent le cœur entre deux systoles auriculaires successives. On la décompose en 3 phases. Il y a le diastole, c'est la relaxation du myocarde, muscle cardiaque. Le systole auriculaire, c'est la contraction des oreillettes. يعني في الانبساط الأذيني هنا كيكون عندي تقلص ديال bien sûr les oreillettes الأذنين. Il permet d'envoyer le sang vers les ventricules. Les valves cardiaques sont ouvertes, alors que le systole ventriculaire, c'est la contraction des ventricules. Il permet de mettre le sang sous pression avant de l'éjecter dans les artères. Bien sûr, les valves artérielles sont ouvertes. Donc voilà, concernant 3 phases de la révolution cardiaque, le diastole, le systole et aussi auriculaire et ventriculaire. Donc les phases de la circulation sanguine. Donc nous avons le cœur est considéré comme une double pompe qui met le sang ou un mouvement organisé en 2 circulations parallèles. Donc la petite circulation et la grande circulation. Donc la petite circulation, c'est la circulation pulmonaire, part du ventricule droit et revient à l'oreillette gauche via les poumons. Alors que la grande circulation, bien la circulation générale, part du ventricule gauche et revient à l'oreillette droite via les autres organes de l'organisme, bien sûr, à savoir l'intestin grêle, les reins, les muscles et ainsi de suite. Alors, le sens de la circulation sanguine, on va réaliser plusieurs expériences. Donc, la première expérience, on va faire l'injection de l'eau dans le cœur par la veine cave. Et on va trouver comme résultat, l'eau arrive à l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit, puis elle sort par l'artère pulmonaire. Ça va montrer très bien qu'au niveau du cœur droit, le sang rentre par la veine cave et sort par l'artère pulmonaire. Concernant la deuxième expérience, l'injection d'eau dans le cœur par une veine pulmonaire. Donc le résultat c'est que l'eau arrive à l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche, puis il sort par l'artère aorte. Donc au niveau du cœur gauche, le sang rentre par les veines pulmonaires et sort par l'artère aorte. Et concernant la troisième expérience, donc on a fait l'injection d'eau dans le cœur par les artères aortes et pulmonaires et on va trouver comme résultat l'eau n'arrive ni au ventricule gauche ni au ventricule droit. Et ça montre très bien que le sang ne rentre pas au cœur ni par l'artère aorte ni par l'artère pulmonaire. Et concernant la conclusion, donc comme vous voyez ici, nous avons la structure de la valve de l'artère aorte. Donc voilà l'artère aorte. C'est une observation bien sûr microscopique. Donc au niveau du cœur, la circulation sanguine se fait en sens unique, de l'oreillette au ventricule puis vers l'artère. Et ce sens unique est assuré par des petites poches membraneuses qui appellent les valves, ou bien les valvules, qui jouent le rôle des
clapettes en tirent autour du sens dans le sens inverse et qui donnent bien sûr deux types, soit les valvules artérielles ou bien les valvules auriculo-ventriculaires. Et on a dit tout à l'heure que les vaisseaux sont trois. Il y a l'artère, les veines et les capillaires sanguins. Donc, bien sûr, on a dit aussi que la révolution cardiaque, il y a trois types. Il y a la diastole, le systole auriculaire et le systole ventriculaire. Le diastole, c'est une période de relaxation cardiaque dans laquelle, bien sûr, le sang pénètre par les veines et remplit des oreillettes. Et le systole auriculaire, lorsque les oreillettes se contractent. Et le systole ventriculaire, lorsque, bien sûr, les artères et qu'il contient les valvules sigmoïdes se ferment. Donc l'application, on va remettre en ordre les étapes de la révolution cardiaque. Donc on voit ici, voilà la première étape, la deuxième étape et la dernièrement étape. Donc il y a la petite circulation, soit on a dit aussi pulmonaire, et la grande circulation bien générale. Donc j'espère que vous allez bien comprendre. Donc on peut dire, donc nous avons le poumon, il y a les veines pulmonaires et l'artère pulmonaire. Les veines pulmonaires, donc bien sûr, elles sont liées aux oreillettes gauche et vont transmettre le sang vers les oreillettes gauche, puis vers le ventricule gauche. Et bien sûr, l'artère aorte va transmettre le sang vers les organes. Et les organes vont donner le sang de veine cave qui va entraîner bien sûr le sang vers l'oreillette droite et depuis l'oreillette droite vers le ventricule droite qui va pulper le sang vers l'artère pulmonaire. Donc voilà le cœur gauche et le cœur droite. Donc